nouveau parti politique voit le jour au Burkina Faso, porté par Maître Ambroise Farama. L'OPA-BF, l'Organisation des peuples africains, section du Burkina Faso, est un parti d'opposition, d'obédience, néo-panafricaniste révolutionnaire. À moins d'une semaine de l'ouverture du procès du coup d'État manqué de septembre 2015, le mouvement Plus rien ne sera comme avant demande que Yacouba Isaac Zida soit présent à l'audience en tant que témoin. Le M-Presse a animé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou, conférence au cours de laquelle d'autres sujets d'actualité ont été abordés. Le bout du tunnel peut être pour les contrôleurs et inspecteurs du travail. Le gouvernement accède à un point important de leur plateforme revendicative. Le Conseil des ministres a adopté ce mercredi un décret portant création d'une indemnité de conciliation à leur profit. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. La scène politique burkinabé s'enrichit donc d'un nouveau parti. L'Organisation des peuples africains, section du Burkina Faso, a vu le jour le 11 février dernier et se présente comme une solution au néocolonialisme. Le néo-panafricanisme révolutionnaire, c'est justement l'idéologie défendue par l'OPA-BF de Maître Ambroise Farama. Luc Pagbelgam était à la conférence de presse animée ce matin par les responsables du parti. Ainsi donc, Maître Ambroise Farama avait une idée derrière la tête quand il quittait l'UNIR PS, créer un parti. Et ce parti, la presse va le découvrir après 45 minutes de discours et tel un phénix qui renaît de ses cendres, l'OPA-BF, l'Organisation des peuples africains, section du Burkina Faso, est le nouveau-né des partis politiques. Que faire pour donner un nouvel espoir à notre peuple et à l'Afrique tout entière? Ainsi, nous avons décidé de la création de l'Organisation des peuples africains, section du Burkina Faso, avec l'espoir que naîtront bien d'autres sections un peu partout en Afrique pour que naissent les États-Unis d'Afrique. Et notre vision est de travailler à l'édification d'une société nouvelle, débarrassée de l'injustice sociale et de la domination impérialiste. Mesdames, Messieurs, cela peut paraître prétentieux de notre part. Mais nous devons oser inventer notre avenir. Le nouveau parti se positionne comme un parti de l'opposition avec pour idéologie le néo-panafricanisme révolutionnaire et l'explication en est tout simple. Il nous faut une nouvelle classe dirigeante et une nouvelle vision de la politique pour mettre fin à ce pillage ignoble. La révolution prônée par l'Organisation des peuples africains se veut panafricaniste. Le projet de société de l'OPA est révolutionnaire en ce qu'il propose d'abolir les institutions burkinabées et africaines actuelles afin de mettre en place de nouvelles institutions différentes tant dans leur constitution que dans leur mode de fonctionnement. Mesdames et messieurs, notre option idéologique est le néo-panafricanisme révolutionnaire. Rappelons que le système qu'il faut abolir est le système néocolonialiste qui a succédé au colonialisme. C'est le panafricanisme de l'époque qui a ébranlé le colonialisme. Et c'est le néo-panafricanisme que nous prenons aujourd'hui qui viendra à bout du néocolonialisme et de ses valeurs locaux. L'Organisation des peuples africains, partie de l'avant-garde panafricaniste, propose justement un projet révolutionnaire fondé sur le néo-panafricanisme, avec pour objectif la création des États-Unis d'Afrique, dont le Burkina ne sera que l'un des États fédérés. L'Organisation des peuples africains, section du Burkina Faso, a pour vision de travailler à l'édification d'une société nouvelle débarrassée de l'injustice sociale et de la domination impérialiste. Le parti rêve des États-Unis d'Afrique afin que le continent noir aspire au développement. Sans être sans charisme, le parti de Maître Ambroise Farama et ses compagnons s'inspire des idées de Thomas Sankara. Le parti a été créé officiellement le 10 février 2018 au cours d'un congrès constitutif. C'est plutôt le dimanche 11 février 2018 que l'OPA-BF a vu le jour.
Le procès du putsch manqué de septembre 2015 ne peut se faire sans les premiers témoins et premières victimes, a laissé entendre ce matin le M-Preska. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant exige de ce fait la présence de Yacouba Isaac Zida à l'audience du 27 février. Face à la presse ce matin, c'est sa lecture même de la situation nationale que le M-Preska a livrée. Rémi Lambert-Nébier. Sécurité alimentaire et frontalière, gouvernance du pouvoir en place, foncier, réconciliation nationale, c'est une confiture de l'actualité nationale qui est servie par le mouvement Plus rien ne sera comme avant M-Preska. Et en plat de résistance, le procès du 27 février prochain qui devra faire la lumière sur le putsch manqué de septembre 2015. Pour ce procès, le M-Preska exige la présence de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Nous pensons qu'aujourd'hui, si nous voulons une justice impartiale, il va falloir que ces différents acteurs qui étaient les premières victimes, en même temps les premiers témoins, soient là et répondent et témoignent pour éclairer le peuple burkinabé. Raison pour laquelle nous recommandons au président du Faso de mettre tout en œuvre, de sécuriser pour que ce général-là soit là et témoigne. Claude Ouedraogo et ses camarades auraient également eu vent via les réseaux sociaux d'une marche le jour même de l'ouverture du procès afin de revendiquer le droit au logement. Il y a des gens qui ont parlé dans les réseaux sociaux qu'ils vont sortir barrer les voies. Si vous suivez les réseaux sociaux, ça ne s'explique pas dans les jours, depuis 2 semaines ou 3 semaines de cela. Ça se passe dans les réseaux sociaux. Et nous, si vous avez appris avec nous, nous vous dites que ça se passe dans les réseaux sociaux. Et nous barrons la voie à ces gens qui veulent marcher pour contester. Et nous leur disons de changer carrément la date. Car le 27, ça ne serait pas facile pour eux, ils vont trouver les M-Preska sur leur chemin. Quant aux soupçons de transactions financières suspectes au Canada qui pèsent sur le colonel Yacouba Isaac Zida, c'est la crédibilité de la source d'information que le M-Preska remet plutôt en cause. Le journal Jeune Afrique aujourd'hui n'est pas le journal Jeune Afrique qu'on a connu dans le temps, sous la plume des journalistes inter comme les Senem Andribiado. Je crois que ceux qui sont aux États-Unis savent très bien, au Canada plutôt, savent très bien qu'on ne peut pas se balader avec de l'argent comme des feuilles d'un carnet et de notes. C'est la machine, la grosse machine de désarmement et moral, physique et politique du général Isaac Zida qui a commencé. Tout en appelant à une levée de fonds pour l'acquisition de matériel militaire au profit des forces de défense et de sécurité, le M-Preska milite pour un démantèlement des camps de réfugiés sur le territoire national. Ce sont des réfugiés qui nous ont amené toutes ces attaques dans le pays. Le premier rapport que le ministre de la Sécurité nous a donné l'année passée, ça nous prouve qu'il y a certaines personnes qui étaient à Guibo, qui ont quitté Guibo venir ici. Ce sont ces mêmes personnes qui sortent, qui attaquent et qui reviennent. On a demandé qu'on fouille les camps de réfugiés. Ils n'ont pas accepté. Mais les rapports nous disent que dans les camps de réfugiés, il y a certaines personnes qui voyagent pendant 3 mois, 4 mois, et ils laissent leurs enfants. Ils reviennent, ils rentrent, ils ressortent. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est mieux de repartir, c'est mieux de repiler chez toi. Si tu es allé, tu vas aller rester 4 mois, et faire 2 jours à Ouagadougou, c'est mieux de repartir chez toi. L'autre appel de ce mouvement qui prône le renouveau est adressé au président du Faso. Il invite à rendre public le contenu de la feuille de route de la CODER sur la réconciliation nationale. Bonne nouvelle pour le SINACIT, le syndicat national des contrôleurs et inspecteurs du travail. Le Conseil des ministres de ce jour, je vous le disais, a adopté un décret portant création d'une indemnité de conciliation au profit des contrôleurs et inspecteurs du travail. À l'ordre du jour également de la réunion hebdomadaire de l'exécutif, la 19e édition de la Semaine nationale de la culture qui se tient du 24 au 31 mars prochain. Des précisions avec le porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguinou, qui est au micro de Rémi Lambert-Nébier. Le thème de cette Semaine nationale de la culture est « Sauvegarde des valeurs culturelles, enjeux et défis ».
L'innovation majeure de cette 19e édition est que désormais, donc, en ce qui concerne les expressions culturelles traditionnelles, à savoir la danse traditionnelle, le pôle adulte et le pôle jeune, les vedettes de la chanson traditionnelle, la musique traditionnelle instrumentale, les chœurs populaires, ils ne seront plus mis en compétition. Ça veut dire que les lauréats des régions viendront donc à Bobo en tant qu'ambassadeurs de leur région. Ils feront donc leurs prestations et ils recevront leur prix à ce niveau-là. Pour ce qui est des expressions culturelles modernes, à savoir donc le ballet, le slam, l'orchestre, la création chorégraphique, eux ils sont toujours en compétition comme pour les éditions précédentes. Donc dans les régions, il y a des compétitions qui font émerger dans le bassin culturel un meilleur. Celui-là, il vient à Ouagadougou et puis il vient à Bobo Dioulasso, il fait sa prestation et il reçoit un prix. Mais il n'est plus mis en compétition avec une autre région parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les valeurs culturelles. Toutes les valeurs se valent et même si le contenu culturel ou scénographique peut être apprécié, il y a d'autres aspects qui peuvent permettre de fausser ou d'aménager ce contenu-là. Donc voilà pour lesquels ils ont décidé que les aspects sur la culture traditionnelle sont. Au titre donc du ministère de l'économie et des finances, nous avons adopté un décret portant création d'une indemnité de conciliation au profit des contrôleurs et inspecteurs du travail. On rappelle donc un protocole d'accord a été signé entre ce syndicat-là et le gouvernement le 29 décembre 2017 et il prévoit donc que cette indemnité soit octroyée donc pour compter du 1er janvier 2018 et payable au plus tard à partir du 30 juin 2018. C'est donc pour respecter cet engagement que le gouvernement donc a adopté ce décret. Le Conseil a marqué son accord à la demande d'agrément du gouvernement italien pour l'ouverture d'une ambassade d'Italie à Ouagadougou au Burkina Faso. Il faut savoir que nous avons, d'après les études de 1999, à peu près 20 000 Burkinabés installés en Italie, ce qui doit être largement au-dessus. Vous savez également que ce pays est le 6e au niveau économique et que l'ouverture de cette ambassade dans notre pays va fortement favoriser les questions de visa pour nos ressortissants qui vivent dans ce pays et qui ont besoin de faire certains déplacements, mais également repositionner le Burkina au niveau donc de sa diplomatie. Le gouvernement burkinabé qui est à la recherche de solutions pour relancer Air Burkina. Une séance de travail a eu lieu hier soir entre le Premier ministre, le ministre en charge des Transports et les patrons de la compagnie aérienne. Elle n'est pas au mieux de sa forme et il est question de la restructurer afin qu'elle survive à la concurrence. Rémi Lambernibier. Depuis la cession du contrat par le fonds Aga-Khan, matérialisé en mai 2017, Air Burkina vole un peu plus bas. Un plan de restructuration est envisagé depuis lors pour permettre à la compagnie aérienne nationale de remonter en altitude. Cette séance de travail, instruite par le Premier ministre, dénote de la volonté du gouvernement de relancer rapidement la compagnie. Aujourd'hui est devenu un symbole de notre souveraineté. Parce que pendant 50 ans, cet outil donc, du Burkina Faso a volé et a transporté notre drapeau national, a transporté notre vision aussi, transporté notre ambition de dominer le monde. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur l'instruction du Premier ministre pour voir comment nous allons pouvoir restituer Air Burkina pour lui permettre de pouvoir reprendre la force et de faire face à cette concurrence qui se prépare au niveau des airs. De Air Burkina même, quelles sont les mesures internes que nous pouvons prendre pour pouvoir redresser et pouvoir amener Air Burkina à une gestion stratégique, concurrentielle, en essayant donc de serrer la ceinture d'abord au sein de Air Burkina lui-même. Ensuite, nous avons examiné quelle part de l'État, l'État et l'ensemble de ses partenaires, et aussi l'ensemble des Burkinabés que nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour Air Burkina. Ce que je peux dire, c'est que nous devons lancer un appel à l'ensemble des Burkinabés. Que l'on soit voyageur ou non voyageur, il faut aimer ce que nous avons créé nous-mêmes. Nous sommes dans un secteur très concurrentiel et nous devons être patriotes. Parce que le Air Burkina nouveau que nous voulons construire, il faut l'adhésion de l'ensemble des Burkinabés. Il faut que nous aimions ce que nous avons créé. Ce projet de restructuration devra plus s'opérer à l'interne par une gestion rationnelle des ressources. Serrer la ceinture, ce n'est pas parce que nous avons l'intention de prendre des mesures drastiques,
Mais nous avons trouvé une gestion que nous avons trouvée un peu gabegique et nous avons pris des mesures en interne pour essayer de rationaliser un peu ce que nous faisons et d'instaurer au sein de la compagnie une meilleure gouvernance qui soit basée réellement sur l'équité et la performance. Au niveau par exemple du catering, nous avons réussi en pratiquement 8 mois à faire une économie de 32 millions, pratiquement sur toute l'année de 2017. Bien que nous ayons pris les rênes de la compagnie au mois de mai, nous avons réussi à faire une économie à peu près de 100 millions. Il y a des mesures qui avaient été prises et qui n'auront leur effet qu'en 2018. Donc nous prévoyons une économie pratiquement de 350 à 400 millions cette année. Nous demandons seulement au niveau de l'État un accompagnement. Et comme l'a si bien retracé Monsieur le ministre du Transport, c'est vraiment l'accompagnement que nous attendons de la part de l'État. Les éléments en interne, nous nous chargerons bien sûr d'assurer ça. Le Air Burkina Nouveau est prévu pour décoller dans 3 mois. Fin ce mercredi à Ouagadougou du séminaire de formation sur les prix de transfert des délégués des administrations fiscales des pays membres du CREDAF. Une vingtaine y ont pris part avec pour finalité d'accorder leur violon sur les méthodes de détermination des prix de transfert en vue de leur harmonisation. Explication Bessogré John Somda. Les pays africains face à la globalisation des économies et à la concurrence fiscale. Dans un contexte d'évitement fiscal de plus en plus croissant, le Burkina Faso abrite du 19 au 21 février un atelier sur les prix de transfert, c'est-à-dire la facturation interne entre sociétés des mêmes groupes implantées dans des juridictions fiscales différentes. Cet atelier, il faut le dire, regroupe une vingtaine de pays. Cela permettra en réalité, à travers les échanges d'expériences et de bonnes pratiques internationales, de pouvoir capter le juste revenu dû justement au transfert de ressources. La question c'est quoi? Une entreprise installée ici, elle fait du chiffre au Burkina Faso, mais elle transfère ses ressources tant que nous n'arrivons pas à capter ces ressources. Alors que l'impôt étant né ici, normalement c'est l'administration fiscale d'ici qui devrait capter ces ressources-là. Donc c'est pour aguerrir en fait les différents experts de nos administrations fiscales pour qu'ils soient plus aguerris. Chaque année, les pratiques d'évitement fiscal font perdre aux États entre 100 et 240 milliards de dollars de recettes. Ce montant représente 4 à 10% du montant des recettes tirées de l'impôt sur les sociétés à l'échelle mondiale. En réponse, les pays regroupés au sein du Centre de rencontres et d'études de dirigeants des administrations fiscales, la CREDAF, entendent trouver une réplique adéquate. L'idée, c'est vraiment de mettre fin à ces pratiques-là pour pouvoir donc générer des recettes fiscales qui sont essentielles au Burkina Faso, mais également aux autres pays en développement pour financer la croissance, pour financer le développement, pour financer l'éducation, les infrastructures. Donc le Burkina est un ordre de marche pour mettre en œuvre ces mesures dans sa législation fiscale, mais également dans ses conventions fiscales, pour être mieux armé pour demain imposer de manière la plus juste et la plus équitable les multinationales qui opèrent sur le territoire du Burkina Faso. En 3 jours de formation, les participants recevront divers types de présentations, aussi bien pratiques que théoriques. Alors la formation de ces 3 jours va consister donc à informer déjà les fonctionnaires de la vingtaine de pays qui sont présents cette semaine sur les nouvelles règles qui ont résulté du projet BEPS. On aura des présentations théoriques, on aura aussi des cas pratiques qui vont permettre en fait de confronter les participants à de véritables situations qu'ils pourront éventuellement rencontrer dans le cadre d'un contrôle fiscal et leur donner de meilleures armes. Et l'idée c'est aussi qu'ils puissent échanger entre eux. Donc l'idée c'est qu'ils mutualisent aussi les pratiques et qu'ils puissent échanger sur la manière dont eux appréhendent donc les contrôles fiscaux dans leurs pays respectifs. L'atelier de formation de Ouagadougou fait suite à ceux organisés en 2014 et 2015 à Dakar et vise à approfondir les problématiques liées au prix des transferts et aux établissements stables. Pour une bonne cohabitation avec ses pays voisins et la sécurité sur son territoire, le Burkina Faso travaille à pacifier ses zones frontalières. La stratégie nationale de gestion des frontières est en cours d'opérationnalisation à travers le PAGIF, le programme d'appui à la gestion intégrée des frontières. Les acteurs œuvrant à la mise en œuvre de ce projet étaient en conclave ce mardi à Ouagadougou. Safiatou Balima, Kwame Avedapa.
Mettre en œuvre une bonne gestion des espaces frontaliers et zones frontalières au Burkina Faso, c'est l'objectif de la stratégie nationale de gestion des frontières SNGF. Avec le soutien du PAGIF, le programme d'appui à la gestion intégrée des frontières, ce présent atelier vise à contribuer à la stabilisation du pays et à prévenir une radicalisation dans les espaces frontaliers avec le Mali et le Niger. Nous avons travaillé du côté du Niger, nous avons travaillé du côté du Mali, nous sommes en train d'avancer du côté de la frontière avec le Bénin puis la Côte d'Ivoire. Et à partir du moment où nous arrivons à marquer donc ces frontières, donc à pouvoir les pacifier pour que les populations vivent ensemble, nous avons un devoir après cette stratégie-là de faire un programme d'appui, donc qui est un programme pratique, et donc qui va aider les populations à mieux vivre donc dans ces frontières à travers des actions de développement au niveau de l'éducation, au niveau de l'environnement, au niveau de la sécurité, au niveau de l'agriculture. Ce plan de communication engage les autorités compétentes, la société civile, mais aussi les populations des zones frontalières. Ces derniers vont être mieux sensibilisés en matière de bornage des frontières. Vous savez qu'on ne peut pas parler de développement des espaces frontaliers tant que les frontières ne sont pas matérialisées. Donc à ce niveau, il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau des différentes frontières. Si vous prenez la frontière Burkina-Mali, il y a quelque chose qui a été fait, la matérialisation a été faite, mais les bornes sont assez espacées. Donc à ce niveau-là, il faut procéder à la densification, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de bornes. Et là, c'est un long processus parce qu'il faut d'abord sensibiliser les populations, ensuite faire des levées topographiques pour soustraire les coordonnées en vue de maintenant pouvoir poser les bornes. Et nous sommes donc à ce stade-là. En ce qui concerne ces stratégies de bornage des frontières, des pourparlers sont entamés avec les pays voisins, ce qui va permettre de concrétiser ce projet. Avec l'appui du partenaire allemand le GIZ, des actions sont en cours, dont des sessions de formation au profit des acteurs de la sécurité, la construction d'infrastructures sanitaires et éducatives. Des infrastructures sanitaires et éducatives qui devraient comporter des rampes d'accès pour les personnes vivant avec un handicap physique. Le Balai citoyen déplore l'inexistence de cette facilité d'accès dans les édifices publics du centre-ouest, notamment à Koudougou. L'organisation de la société civile fait un plaidoyer pour que la donne puisse être changée. Abdourazak Traoré. Grâce aux rames d'accès, cette femme en situation de handicap accède facilement à la salle du comité des sages de Boulkiemde, une facilité absente dans plusieurs structures au plan national et particulièrement dans la région du centre-ouest. Les victimes de cette injustice sociale pointent du doigt des entités comme la mairie de Koudougou, l'hôtel administratif ou encore des services du centre hospitalier régional. La problématique de la prise en compte des personnes vivant avec un handicap est en débat. Il s'agit pour le Balai citoyen d'appuyer cette couche vulnérable de la société à mieux se faire entendre. Il est question de faire un plaidoyer à l'endroit des autorités de la cité du Cavalier Rouge. Il n'y a pas que l'hôtel de ville. Vous constatez avec moi que les personnes handicapées n'ont pas accès à plusieurs édifices dans la commune de Koudougou. C'est notamment le cas du Haut-Commissariat, de l'hôtel administratif, de certains bâtiments de l'université de Koudougou et des tables d'accouchement des hôpitaux, des centres de santé et j'en passe. Toutes ces raisons citées ont amené le Balai citoyen en collaboration avec la coordination provinciale des associations des personnes handicapées à porter ce plaidoyer pour un réaménagement des infrastructures communautaires et étatiques en vue de permettre aux personnes handicapées de la commune de Koudougou d'avoir accès aux services administratifs publics, afin de pouvoir rencontrer les autorités pour la prise en compte de leurs préoccupations. En plus de l'accès aux édifices publics, les personnes vivant avec un handicap souhaitent être prises en compte dans l'élan de développement dans la région du centre-ouest. Un plaidoyer entendu, mais il faut que les intéressés eux-mêmes s'impliquent davantage. Bon, d'y trouver une solution, c'est trop dit, mais il faut reconnaître qu'il y a des choses vraiment dont la commune fait depuis très longtemps et continue de faire.
savoir l'inscription d'une ligne budgétaire chaque année pour l'achat de tricycles au profit des personnes handicapées. Donc les préoccupations, c'est comme je l'ai dit, il faut qu'eux-mêmes s'organisent pour suivre en tout cas ces recommandations. Ils pourront compter sur le balai citoyen pour un suivi des préoccupations posées aux autorités. Lors des échanges, il est ressorti qu'il ne suffit pas seulement de faire un plaidoyer en une journée et puis repartir, dormir sur ses lauriers. Donc il faut vraiment un suivi. Nous voulons plus parler de suivi que de pression. Voilà, donc il faut réellement qu'il y ait un suivi des différents acteurs et principalement des concernés, c'est-à-dire les personnes qui vivent avec un handicap. Il faut qu'il y ait un plan de suivi auprès de ces autorités. Un plaidoyer réalisé dans le cadre d'un projet d'appui à la citoyenneté active des jeunes et des femmes pour une redevabilité publique au Burkina Faso. Un projet mis en œuvre dans la commune de Koudougou, de Bobo-Dioulasso et dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Restons à Koudougou pour parler de la coopération bilatérale entre la République arabe d'Égypte et le Burkina Faso qui continue de porter ses fruits. Une caravane médicale composée d'une trentaine de médecins, infirmiers et chirurgiens égyptiens a séjourné du 7 au 18 février dernier dans la cité du Cavalier Rouge. Une initiative humanitaire qui a permis à plus de 20 000 personnes de se faire ausculter et soigner gratuitement. Abdourazak Traoré. De la joie combinée à un soulagement, c'est en ces mots qu'on peut qualifier les sentiments de la jeune Nafissatou. Souffrante de maux de pieds et de reins, elle vient de bénéficier d'une prise en charge gratuite au centre hospitalier régional de Koudougou. Ces bienfaiteurs, ce sont eux, des médecins égyptiens. Ils sont au Burkina Faso dans le cadre d'une caravane médicale. Des soins gratuits sont offerts aux populations vulnérables de la région du centre-ouest du 7 au 18 février 2018. Nous sommes aussi depuis hier. Nous sommes venus pour voir notre aussi la malade, comment ça se sera, pour avoir des produits pour nous choisir. Je nous ai accompagné ma mère qui est un peu souffrante, souffre des plaies de ventre. Ce matin, j'ai appris qu'il y a des soins gratuits ici à l'hôpital. Je suis passé juste l'accompagner. Si on peut répéter ça une fois par an, ça va nous aider. Voilà, depuis toute la semaine, les gens s'adorent ici, se réveillent ici, ça fait la consultation. Donc c'est intéressant. Justement, le projet intéresse si bien qu'il mobilise. Le risque de débordement est réel. Au service ophtalmologique, ce rang de fortune permet de se faire une idée sur l'affluence. À la pédiatrie, même constat. De 25 patients par jour avant l'arrivée de la mission égyptienne, le service de soins pédiatriques enregistre plus de 200 patients par jour. Malade. Parce que du matin jusqu'à 14h, 15h, ils reçoivent. Et dans le bureau, il y en a 3 qui consultent pour donner les produits. Donc, on peut avoir 200 malades par jour. Mais c'est une consultation de masse. On ne prend pas beaucoup de temps. Tu as dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. On n'a pas le temps de t'examiner. Comme il y a les produits, on te donne. On te montre, par rapport à ce que tu tes plaintes là, on te montre les produits. Venant de la région du centre-ouest et même plus loin encore, comme cette famille venue de Kantiari, elle a élu domicile ici depuis 2 jours afin de bénéficier des services. Au-delà de la gratuité, ce qui attire, c'est l'expertise étrangère qui captive les attentions. En somme, ce sont une trentaine de médecins spécialistes de plusieurs domaines, des infirmiers et un personnel administratif qui ont consulté plus de 22 000 personnes et effectué plus de 400 interventions chirurgicales. Obo fixe également les relations entre le Burkina Faso et la République française. Paris pourrait apporter un appui à l'institution de médiation du Burkina en vue du renforcement de ses actions sur le terrain. L'ambassadeur de France au Burkina Faso et le médiateur du Faso ont évoqué ensemble ce matin les pistes de collaboration possibles dans ce sens. Je vous propose d'écouter Xavier Lapère de Cabane nous en dire plus à l'issue de l'audience que lui a accordée Sarah Sérénilette au micro de Kwame Hervé Dapa.
Voilà, très bien. Très bien. Voilà. Je suis venu aujourd'hui et ce matin pour voir Madame le médiateur de façon à prendre connaissance, commencer à travailler ensemble et éventuellement développer des coopérations. L'idée, c'est quand même de renforcer les capacités et peut-être aussi la notoriété d'une certaine façon, mais renforcer les capacités d'une institution qui n'est pas forcément la plus riche du Burkina Faso. Peut-être que les moyens lui manquent beaucoup parce que le médiateur a besoin d'aller au contact de la population pour se faire connaître, pour recueillir les doléances des populations qui se retrouvent dans une situation compliquée et qui peuvent se retrouver dans une situation compliquée face à l'administration, qui veulent que l'État leur résolve les problèmes et qui se retrouvent parfois face au mur que peut représenter pour un citoyen une administration énorme. Donc le médiateur, de ce point de vue-là, brise les murs, ouvre les portes, c'est important. Donc nous, on peut, si on a besoin, enfin, si c'est nécessaire, si c'est souhaité, on peut éventuellement apporter une aide de ce point de vue-là en matière de formation. On verra. Merci. Les seules personnes dont vous ayez besoin dans votre vie sont celles qui ont besoin de vous dans la leur, même lorsque vous n'avez rien d'autre à leur offrir que vous-même. Inutile donc de forcer les relations. Ni l'amour ni l'amitié ne sont des décisions, ce sont des sentiments et ils ne se commandent ni ne s'achètent. Comprenez ceci et vous souffrirez moins dans vos rapports avec les autres. Merci d'avoir suivi ce journal qui prend ainsi fin. À demain.